Qu'est-ce que sont les qualia? Au singulier quale, au pluriel qualia. C'est un terme latin désignant, dans notre expérience phénoménologique du réel, les états mentaux, nos impressions, nos sensations, et en fin de compte, les qualités subjectives que nous attribuons aux expériences sensorielles que nous faisons et qui impriment une trace, un ressenti particulier en nous. Par exemple, une texture rigide, granuleuse, un goût sucré, une situation malaisante. Et ce serait donc ce qui naîtrait de l'activité de la conscience réflexive. Les représentations que l'on se fait de soi-même, des autres, de son environnement et ce qui le compose de manière générale. Cette notion est intéressante parce qu'elle pose un espèce de dilemme vis-à-vis d'une vision strictement rationnelle et objective qui prétendrait être capable de décrire précisément un monde physique et tangible. En effet, l'une des caractéristiques du quale, c'est justement de nous amener dans un espace qui est intangible. En tout cas, pas au sens où on pourrait le mesurer, le palper, le toucher, et l'étudier de manière objective, en faire une donnée mathématique. Alors, si on prend la chose d'une façon plutôt physicaliste, on dira que la conscience de soi, les sensations perçues, sont des phénomènes qui émergent de l'activité de notre cerveau, de nos états cognitifs. Et c'est souvent là qu'apparaît une espèce de confusion entre le contexte, toute cette trame d'événements matériels amenant à vivre cet aspect subjectif, ce qu'on appelle communément la conscience d'accès, et ce qui émerge de l'expérience, ce qui est vécu directement par l'individu sans se manifester sur un plan matériel, la conscience phénoménale. Et donc, lorsqu'on veut décrire de manière précise nos expériences subjectives en tentant de fusionner tout sur un seul plan physique, on perd accès à une grande partie de l'expérience. On peut partir du principe que l'aspect phénoménologique nous apparaît grâce à une série d'événements plus ou moins complexes et multiniveaux de notre corps aux environnements dans lesquels nous évoluons, ainsi que dans les interactions dynamiques que nous faisons avec eux. Ce sont donc ces éléments que l'on va chercher à étudier pour comprendre notre monde subjectif. On regarde comment notre biologie reçoit et traduit la réalité nous permettant de l'interpréter. Par exemple, tous les réseaux neuronaux et aires de notre cerveau qui sont sollicités afin de traiter des informations sensorielles. Notre mémoire, le langage, comment le système endocrinien sécrète des hormones et un impact sur les émotions et nos sensations. On regarde aussi comment les lois physiques nous influencent. La gravité, la façon dont un son se propage dans l'espace, comment la lumière nous parvient et se réfléchit sur les objets nous les rendant visibles, la composition des molécules et la façon dont elles peuvent influencer la perception que nous avons des odeurs et des goûts. Et puis, il y a toute une dimension psychologique pour analyser dans le langage comment on enregistre les informations et par quel biais elles ont un impact sur notre fonctionnement psychique, comment elles induisent un conditionnement mental, un comportement, une manière de réagir aux choses, de se les représenter. Et je pense qu'on peut trouver tout un tas de facteurs mesurables qui créent cette expérience sensorielle si riche, amenant à une construction mentale du réel. En regardant juste cette dimension psychique, on a déjà une espèce de super usine à fabriquer des sensations raffinées du monde et de soi-même. Une super usine à qualia. Mais le truc, c'est que le mécanisme n'est pas l'objet créé. Ou dans ce cas, le mécanisme n'est pas l'espace subjectif qui apparaît. Tous les éléments cités précédemment sont essentiels pour comprendre les qualités que nous donnons aux expériences vécues. Mais en les additionnant tous les uns avec les autres, ce n'est toujours pas notre monde subjectif que nous observons, mais ce qui permet à cet aspect de nous-mêmes d'exister. En d'autres termes, notre conscience phénoménale n'est pas la somme de tous les objets, toutes les forces permettant d'avoir accès à elle, mais elle est ce qui apparaît quand ces éléments sont réunis. Il y aurait donc plutôt un rapport de corrélation, plutôt que de causalité, entre les deux mondes. La réalité objective crée une sorte de tissu très sensible et très dynamique, une trame d'événements, une peau qui rend à peu près palpable quelque chose qui est immatériel. La réalité objective serait l'interface, la peau, le moule de nos qualés, mais pas le qualé lui-même. Si on imagine un calque en plastique de couleur verte, le vert qui est perçu est une qualité qui est projetée sur le matériau. Il n'est pas une propriété intrinsèque, mais une illusion d'optique générée par nos systèmes sensoriels, et donc la propriété émergente que nous donnons à cet objet. Alors on pourra dire, oui, mais nos photorécepteurs nous permettent de détecter que la longueur d'onde que nous recevons correspond à du vert. C'est le cas, mais c'est toujours une interprétation. La lumière en elle-même n'est pas verte. C'est une qualité que le cerveau associe à une fréquence spécifique,
transformant une donnée brute en expérience intérieure. Ensuite, on pourrait rétorquer qu'il y a un réseau de neurones qui est stimulé visuellement parce qu'il reconnaît du vert, que ce vert est inscrit dans une mémoire que l'on peut même associer de façon synesthésique à un goût ou à une émotion. Et là, j'ai envie de dire, ouais, pas de problème. On peut même s'amuser à rajouter encore et toujours plus de neurones et d'organes, de capacité à traduire les événements vécus. Imaginez un système cognitif encore plus complexe, un monde sensible encore plus vaste et plus nerveux, des interactions encore plus dynamiques. On est toujours en train de projeter un monde subjectif à partir d'un objet dans l'espace. On est encore en train de parler de la fabrique à faire l'expérience du verre. Mais le verre ne prend aucun espace physique. Il occupe un espace symbolique et tout cela crée des réactions en chaîne vers l'espace physique, dynamisant le lien entre le subjectif et l'objectif. Ce qui fait la spécificité de notre espèce, c'est d'essayer de faire passer ce genre d'expérience intérieure dans la parole, de les matérialiser et de trouver des moyens de retranscrire toute cette perception du réel grâce à des outils descriptifs tels que les mots ou l'art pour le concrétiser et en apprendre plus sur cet aspect symbolique, le nuancer, le comprendre. On va alors développer une façon particulière de traduire de la sensation. Mais le risque, là encore, c'est de confondre l'interprétation d'un ressenti, ce que nous livrons de nos sensations à autrui, avec ce que nous percevons de ces sensations. Parce que l'individu a directement accès à ses ressentis, mais il ne peut les livrer que de manière indirecte. Et donc la vision matérialiste a tendance à faire disparaître cet espace symbolique au profit du mécanisme dont il émerge et du médium qui le retranscrit. On pourrait métaphoriquement transformer le monde physique, cette fameuse usine Aqualia, en un appareil photo et une chambre noire. Un mécanisme et un processus qui permettrait de capturer les impressions, sensations et représentations de notre monde intérieur. Et la parole, la peinture, l'écriture, tout ce qu'on utilise pour traduire le monde, serait quant à elle le bain révélateur qui fait apparaître les objets, les formes et les couleurs abstraites existant dans nos pensées sur un papier photosensible. Mais quand on réduit tout le processus de la conscience phénoménale à la photographie, ou encore à ce qui la révèle sur un support matériel, alors l'image qui a été capturée disparaît. L'information s'effondre et il ne reste plus que des filtres. On perd cet aspect symbolique, comme un personnage de bande dessinée perdrait la bulle qui lui permet de s'exprimer et d'occuper un espace imaginaire dans son histoire, et de se rendre intelligible. Le risque, en perdant ce monde-là, c'est de se retrouver dans une condition proche de celle du zombie philosophique. Une version de soi qui répond à des stimuli nerveux, qui les traite comme le ferait un être charnel, mais sans espace subjectif lui permettant de créer une compréhension intelligente de ce qui est vécu. Il pourrait toujours posséder une forme de subjectivité très réduite, mais cette dernière serait éteinte ou en panne comme une vieille télé brouillée. Elle ne lui permettrait pas de distinguer et de donner précisément des qualités aux choses, de se représenter le monde de manière empirique, de livrer ses impressions, de se construire, de structurer sa pensée, de s'habiter de l'intérieur. Du coup, il évoluerait dans une forme d'animalité très primitive, ayant un fonctionnement d'automate mu par des stimuli. Son espace subjectif ne réfléchirait pas ses expériences sensorielles. À ne pas confondre avec le phénomène de la fantaisie, qui empêche certaines personnes de recréer intérieurement les images des choses. Leur espace subjectif, bien qu'altéré, reste actif. De la même manière que les aveugles développent des sens pour percevoir et prendre conscience des objets dans l'espace, les aphantasiques développent d'autres voies d'accès que par le biais de l'image à leur espace subjectif via des sensations spécifiques et des émotions. Leur monde subjectif est imprégné de façon différente, mais ne les prive pas d'un monde intérieur. Ça souligne l'idée que quel que soit le contexte, il est très compliqué de retirer ce fameux espace subjectif. Lorsque nous sommes endormis, il y a une quantité d'éléments qui nous permettent de vivre un rêve. L'espace physique dans lequel nous nous trouvons, la position de notre corps par rapport au sol, la phase de sommeil paradoxal, notre état psychologique, des événements marquants de notre vie, la température de la pièce. Bon, franchement, tenter de les répertorier tous serait une tâche très laborieuse. Par contre, toutes ces conditions répondent à des lois logiques. On peut les mesurer, et elles prennent un espace particulier, comme nos atomes ou les atomes du lit sur lesquels nous sommes allongés. Et il y a des forces physiques en action qui permettent de créer la mécanique du rêve. Mais le rêve vécu, lui, cet espace halluciné, cette succession d'images et de représentations mentales plus ou moins décousues, d'odeurs recréées, de sensations revisitées, d'événements réinterprétés,
ce rêve n'est pas physique. On pourra trouver des atomes de neurones qui nous ont permis de créer ce rêve, mais je défie quiconque de me trouver des atomes de rêve. Et puis très souvent, nous nous parlons mentalement, parfois sans même formuler un discours textuel, juste des impulsions intérieures. Oh, je dois aller là. Quand nous parlons à voix haute, nos cordes vocales vibrent, des sons se propagent dans l'espace et des mouvements sont observables. Mais lorsqu'il s'agit de notre voix intérieure, ce processus devient immatériel. Les mêmes zones cérébrales sont sans doute activées, mais la voix, bien que vécue, n'apparaît pas dans un cadre physique. Elle disparaît, devenant intérieure. Mais intérieure de quoi? De la tête? De la gorge? De la cage thoracique? Non, elle est vécue sans être physique. Et quand on y pense, c'est drôle. Certains diront « Oui, mais elle n'existe pas réellement, c'est une sorte d'hallucination contrôlée de notre cerveau, donc on s'en fout en fait, qu'est-ce que tu viens de faire chier ?» Oui, mais elle est vécue, et c'est ça le point important à retenir. Je pense qu'à ce stade, on doit faire un espèce de constat général. Nous sommes à l'intérieur du monde, et ce même monde contient de manière exhaustive tout ce qui existe et tout ce qui est vécu. On ne sait pas où ça commence et où ça s'arrête réellement cette histoire, mais on ne peut pas exclure quoi que ce soit qui en provienne, sinon on sortirait du monde. Et là, ça devient vraiment contre-intuitif. Donc tout ce qui est vécu fait partie du monde, et la pensée, lorsqu'on la vit, fait bien partie de ce monde. Elle est vécue dans un cadre naturel et joue un rôle essentiel dans notre évolution. On pourrait dire que la pensée, bien que vécue, ne prend pas de place mesurable ou tangible, qu'elle ne prend pas un espace spécifique que l'on puisse quantifier avec nos outils physiques. Mais cet aspect ressenti, même quand il est halluciné, imaginé, apparaît, se réfléchit dans ce monde intérieur à la manière, par exemple, d'images numériques se pixelisant sur un écran. À une différence près que les images numériques qui se matérialisent sont perceptibles grâce à la conception des technologies, aux LED et aux systèmes qui nous les rendent visibles. On peut étudier l'activité cognitive d'un sujet en train de rêver et construire une machine ultra sophistiquée qui arriverait à traduire et à reconstituer un peu le scénario du rêve en film en fonction des réseaux de neurones qui s'activent, comme si on essayait de convertir l'activité cognitive en données visuelles. Mais malgré ce genre de technologie futuriste, jamais on n'aura accès directement à un rêve comme on a accès à des images numériques qui s'affichent sur un écran. Car les images numériques sont physiques, alors que les représentations que nous recréons à partir de nos expériences sensorielles ne s'affichent concrètement nulle part. Bon, ok. Le monde est tout ce qui est vécu, tout ce qui existe. Et nos états mentaux sont vécus, mais ne prennent pas de place directe et formelle dans l'espace. Mais dans ce cas, où apparaissent nos images mentales? Si on prend l'ensemble de ce qui constitue le réel, où sont nos qualia? Parce que sur un plan physique, ils ne prennent pas de place spécifique, quand bien même on les associe analogiquement à des choses palpables. Par exemple, il y a une analogie entre le fait de vivre des émotions intenses et les relier à certaines zones du corps, comme le bide ou le cœur, suggérant que ça pourrait être à cet endroit-là qu'on ressent les choses. Mais en réalité, une émotion, on ne sait pas où c'est. C'est partout et nulle part. Ça ne prend pas d'espace concret. On peut enregistrer les états cognitifs associés et corrélés, mais il n'y a pas non plus de temps spécifique qui dit à 16h29, j'ai eu une émotion à cette zone précise. C'est très compliqué de la mesurer directement, et on finit toujours par mesurer le moule de l'émotion, ce qui se vit autour et en corrélation. Est-ce qu'une émotion est même en nous, ou autour de nous? Est-ce que ça nous traverse comme un espèce de fantôme? Ou est-ce que c'est une émotion dans le cosmos? Mon approche est que pour le découvrir, il faut basculer l'espace-temps et toutes ses lois physiques dans ce que l'on pourrait nommer le temps-espace. Un temps symbolique et intime, le temps du sujet et non de l'objet. Un temps qui serait son propre espace. Quant à ces qualia, ils constitueraient un substrat fait de toute notre dimension symbolique que nous pourrions appeler la métamatière. Ce vécu symbolique, qui ne peut pas exister directement dans un cadre physique, pourrait en vérité être sans cesse en train de s'afficher dans un plan métaphysique. Un substrat non soumis aux lois physiques telles que nous les connaissons, et qui serait ce que les Grecs nommaient éther. Et ce temps-espace interagirait en permanence avec l'espace-temps, créant cette expérience si complexe du vivant, et dans lequel un aspect symbolique se traduit, se déploie de manière analogique dans un espace sensible. La métamatière pourrait être envisagée en tant que matière de sensation, un tissu subtil où s'expriment des qualia et où se crée à travers eux un langage caché. Par exemple, pour moi,
il y a un lien entre une sensation de plaisir et le goût d'une figue juteuse cueillie sur un figuier qui capte les rayons solaires. Et ça forme une relation analogique entre la sensation et le sensible, un espèce de code dans la nature. Fruits, soleil, lumière, mammifères, bouche, juteux, capteur gustatif, mémoire du goût sucré, le son, trop bon, sont des éléments matériels et sensibles. Et sucré, confortable, sensation d'être hydraté, sensation d'être nourri, sensation d'être en communion avec la nature, odeur fermentée, sont les qualia qui sont dégagés de l'espace de sensation qui apparaît et qui est nourri par ce monde sensible. Et quand on superpose les deux comme des calques transparents, celui de la matière et celui de l'éther, on a accès à un code intelligible pour lire le monde, comme s'il y avait une parole qui essayait de s'exprimer au travers de la matière. Mais qui, ou plutôt, qu'est-ce qui essaie de parler ? En conclusion, il est essentiel de ne pas confondre le processus avec son résultat émergent. Les qualia, bien qu'intangibles et dépourvus d'espace ou de temps, se manifestent à travers l'espace-temps comme un fantôme se drapant pour devenir visible. L'erreur des physicalistes est d'expliquer le fantôme par le lieu qu'il hante, les conditions de son apparition, ou encore par le drap, sa manifestation. Pour préserver notre intelligibilité, nous ne devons pas effacer notre espace subjectif. Ce vécu sans espace constitue une matière à sensation qui tisse nos mondes symboliques. C'est ce déploiement subtil qui ouvre la voie vers une compréhension du monde métaphysique, là où le tangible et l'intangible se rencontrent, là où on a accès à de la présence.